Est-ce que vous saviez qu'Omerta a une application où vous pouvez retrouver tous nos documentaires exclusifs? Le lien est dans la description. Alors bonjour François Bousquet, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Omerta pour parler du livre que vous venez de publier. Alors vous l'avez publié doublement parce que vous êtes directeur de la Nouvelle Librairie et qu'il paraît à votre enseigne, mais aussi parce que vous l'avez rédigé sur Alain de Benoist à l'endroit, et vous êtes également rédacteur en chef de l'excellente revue Éléments. Oui, merci Jérôme Bénard. Ouais. Alors, si vous publiez ce livre, c'est qu'il y a un double anniversaire que vous vouliez marquer. Alain de Benoist, qui a été l'inspirateur, l'âme de ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle encore la Nouvelle Droite, a fondé cette école intellectuelle il y a 50 ans, et en même temps, lui-même vient de fêter ses 80 ans, puisqu'il est né en 1943. Alors, qu'est-ce qui fait qu'Alain de Benoist est presque plus connu à l'étranger qu'en France, et que depuis le début des années 80, une omerta semble s'être fait sur sa pensée riche et complexe. C'est le cas de le dire, oui, omerta. Il y a eu d'autres polémiques après, alors là pour rappeler aux gens qui vont nous regarder, aux téléspectateurs, il y a eu une grande polémique en 1979-1980 contre la Nouvelle Droite, et ses liens supposés avec le pouvoir giscardien. En sous-main, on devinait la Mitterrandie, le Parti Socialiste, qui était un tout petit peu inquiet par la machine de guerre intellectuelle qui avait mis sur pied Alain de Benoist et ses amis, en particulier au sein du Figaro Magazine, qui, rappelons-le, à l'époque vendait à 850 000 exemplaires, donc c'était colossal. Ça veut dire que c'était des millions de gens qui le lisaient hebdomadairement. Et le pouvoir socialiste a eu peur, donc il y a eu une première très grande polémique contre la Nouvelle Droite, qui n'a pas tué la Nouvelle Droite. Il y aura d'autres polémiques. Après, il y aura les polémiques en 1991 contre la Nouvelle Droite, en 1993 avec un pseudo complot rouge-brun, avec une alliance à front renversé de souverainistes de gauche et de droite qui n'adhéraient pas aux guerres de l'Empire, aux premières guerres de l'Empire qui étaient en train de se mettre en place dans les pays du Golfe. Donc il y a eu d'autres polémiques qu'après 1980. Mais pour répondre à votre question, nul n'est prophète en son pays, assurément, ou alors de manière posthume, ce qui est un peu embarrassant, puisque de Benoist ne verra pas le triomphe de ses idées, je le crains en tout cas en France. Mais si nul n'est prophète dans son pays, je crois qu'on peut être prophète dans son continent. Et de Benoist sera prophète en son continent. Je veux dire par là que la Nouvelle Droite est une école de pensée qui a essaimé au niveau européen et même sud-américain via l'Espagne. Mais il y a une Nouvelle Droite en Allemagne qui a un pouvoir intellectuel, journalistique, éditorial assez considérable. Elle est à la manœuvre en partie derrière ce qu'on appelle l'AfD, donc l'Alliance pour l'Allemagne. Mais pas seulement, parce qu'elle était aussi proche de certaines branches de la CDU. Oui, plus maintenant. Mais ça a été le cas par le passé. En Italie, il y a une importance de la Nouvelle Droite italienne considérable. C'est peut-être même la sœur, alors je parle de sœur, comme on parlait autrefois à propos des abbayes cisterciennes, de sœurs d'abbayes qui ont été créées de ci, de là, en France et ailleurs. La sœur italienne de la Nouvelle Droite a un pouvoir encore plus considérable, a été très proche de la Ligue, de Salvini, donc elle est importante. Il y a une Nouvelle Droite en Flandre, il y a une Nouvelle Droite en Russie, il y a une Nouvelle Droite en Espagne, en Amérique latine. Donc la Nouvelle Droite a essaimé, a créé un réseau de correspondants sur tout le continent, ce qui fait que c'est une école de pensée, me semble-t-il, assez exceptionnelle. Je compare dans le bouquin la Nouvelle Droite à l'Action française, quelles que soient les différences doctrinales entre Charles Maurras et Alain de Benoist, les différences personnelles, Dieu sait s'il y en a. Encore qu'il y a un Maurras, le premier Maurras, qui était provençal, fédéraliste, peut-être assez proche du dernier de Benoist, mais c'est les deux grandes écoles de pensée à droite, même s'il a... Il y a une grande différence quand même sur le rousseauisme, avec une lecture totalement différente. Il y a quantité de différences entre Charles Maurras et Alain de Benoist et entre l'AF et la Nouvelle Droite. Mais encore il y a quand même énormément de points communs. La première action française, celle des cercles Proudhon, a essayé de faire une alliance droite-gauche. Par-delà le clivage droite-gauche, ce qui s'efforce de faire la Nouvelle Droite. Mais le point de comparaison principal, c'est qu'on a créé un courant de pensée, la Nouvelle Droite. Alain de Benoist, vous l'avez dit, chef de file, animateur, âme de la Nouvelle Droite, a créé un courant de pensée qui a traversé le demi-siècle. Il y a très peu d'écoles de pensée qui peuvent se prévaloir d'une telle durée. Moi, j'espère que nous allons traverser le demi-siècle qui vient, comme l'Action française. Et vous verrez que les points communs sont quand même assez importants. René Rémond se demandait
au début des années 80 si Alain de Benoist n'était pas le Charles Maurras d'aujourd'hui. Je le redis, ça n'est pas Charles Maurras sur un plan doctrinal, sur un plan stylistique, intellectuel. Il n'empêche, il y a deux écoles de pensée qui vont structurer politiquement l'univers des droites, quand bien même ni l'une ni l'autre ne se reconnaissent totalement dans ce clivage droite-gauche. Donc les points de comparaison sont assez importants. Et alors pour revenir à de Benoist, oui, il y a un paradoxe, c'est le plus méconnu des intellectuels français connus en France, pas à l'étranger. Étonnamment, alors quand vous allez à Rome avec de Benoist ou à Naples, les gens l'arrêtent dans la rue. Pour vous dire à quel point il s'est imposé à l'étranger, alors qu'en France, il est ostracisé, c'est l'omerta, omertisé, pourrait-on dire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il fait valoir au sein des droites, même si je le redis, il ne se reconnaît plus dans ce clivage-là, une voix antilibérale, avec une dimension, une projection européenne, qui est inhabituelle dans l'univers des droites. Il a une qualité que n'ont pas les autres intellectuels, me semble-t-il, c'est à la fois un philosophe, etc., comme beaucoup d'intellectuels, mais comme Maurras, c'est sa singularité fondamentale, me semble-t-il, c'est un intellectuel individuel qui a une œuvre suffisamment conséquente, mais c'est aussi un intellectuel collectif, comme Charles Maurras. Maurras a créé un collectif qui s'appelle l'Action française. Maurras a créé un collectif, une intelligence collective qui s'appelle l'Action française. La Nouvelle Droite a fait à peu près la même chose. La Nouvelle Droite a créé une intelligence collective qui s'appelle, donc un intellectuel collectif, qui s'appelle la Nouvelle Droite. Donc il y a des points de commun, et si vous regardez bien dans tous les intellectuels français qui occupent le champ médiatique depuis une cinquantaine d'années, je pense à Edgar Morin, qui est centenaire, je pense à Marcel Gauchet, je pense à Régis Debray, à des gens plus récents, Pierre-André Taguieff, Christophe Guilluy, Jean-Claude Michéa, si vous voulez, quantité d'autres. Ce sont d'abord des gens qui ont produit une œuvre individuelle. Et c'est tout. Michel Onfray est un peu une anomalie, un cas à part dans ce paysage, puisqu'il a créé l'université populaire à Caen, aujourd'hui fermée. Mais chez Onfray, il y a deux volets. Il y a un volet individuel et collectif. Chez de Benoist aussi, individuel et collectif. Parce que nous sommes d'abord et fondamentalement des créatures sociales, communautaires. C'est la ligne que nous défendons à Éléments, que nous défendons à la Nouvelle Droite, que Alain de Benoist défend. Nous appartenons à un corps collectif qui nous dépasse, et raison pour laquelle nous avons créé cette famille de pensée. Alors, quelles sont les lignes de force actuelles d'Alain de Benoist? Qu'est-ce qu'il théorise? Sur quoi il travaille? Et quand, d'après vous, cette pensée qui est toujours en mouvement, mais cette pensée sur ces actes actuels a-t-elle pris naissance, puisqu'il y a eu plusieurs Alain de Benoist aussi? Oui, il y a eu plusieurs Alain de Benoist, il y aura plusieurs Jérôme Bénard, il y a eu plusieurs Charles Maurras. Il y a néanmoins des éléments de continuité dans une école de pensée chez des figures intellectuelles comme Charles Maurras ou de Benoist, pour rester à la comparaison initiale, qui font que ce qui est continu est plus important que le discontinu. Après, vous affinez des idées, vous pouvez les mettre en sourdine au sens musical, ce qu'a fait en partie la Nouvelle Droite, qui avait une dimension biologisante très très affirmée, très nietzschéenne, dans les années 1970, et qui va pas s'édulcorer, ça n'est pas le terme, mais se nuancer plutôt. Et l'inégalitarisme va se développer à travers l'éloge de la différence, l'ethno-différentialisme, l'idée que la Terre est une mosaïque, que l'universalisme est une illusion. Ça, c'est quand même un motif que nous retrouvons tout au long de la Nouvelle Droite. Je pense que quand même la dimension principale de la Nouvelle Droite, c'est la critique du libéralisme, qu'on a du mal à appréhender. Alors d'autres que Alain de Benoist ont pu faire cette critique du libéralisme, mais chez lui, elle est quand même extraordinairement étayée. Elle s'appuie sur une très longue durée, sur un travail intellectuel d'un demi-siècle. Elle rejoint aujourd'hui les positions d'un Jean-Claude Michéa, à ceci près que la Nouvelle Droite l'a fait avant Jean-Claude Michéa, avant Christophe Guilluy, avant Jérôme Sainte-Marie, pour me tenir à quelques personnalités médiatiques remarquables. L'élément central, structurant, fondateur de la Nouvelle Droite, c'est la critique du libéralisme, comme phénomène quasi unitaire. Les libéraux ont pris l'habitude de dire qu'il y a une pluralité de libéralisme. Et quand on les lit, on peut se laisser séduire par l'argument qu'il y a une pluralité de libéralisme. À la Nouvelle Droite, nous ne disons pas ça. Non, il y a une unité fondamentale des deux libéralismes, de gauche et de droite, du libéralisme économique et du libéralisme sociétal, ce que ne veulent pas admettre les libéraux conservateurs. Mais sur ce point-là, me semble-t-il, ils sont assez inconséquents. Et nous voyons aujourd'hui le
libéralisme, en tout cas aux États-Unis, mais ça arrive déjà en France via la jeunesse, se laisser séduire par ce qu'on appelle le courant libertarien, moi qui me semble résumer parfaitement la nature même fondamentale du libéralisme. C'est quoi la nature fondamentale du libéralisme, me semble-t-il? C'est pas un éloge des libertés. Je suis pour les libertés. Il y a eu des libertés avant le libéralisme, il y aura des libertés après le libéralisme. Les Grecs étaient libéraux, pas au sens philosophique du terme, mais au sens qu'ils défendaient les libertés. Le Moyen-Âge européen, le Moyen-Âge français a été une magnifique, fantastique école des libertés municipales, provinciales. Les villes avaient leur propre liberté. Linguistique, très grande liberté. Mais les libéraux ont préempté ce mot. Désormais, on ne peut pas dire que si vous dites que vous n'êtes pas libéral, ah mais donc Monsieur Bousquet, vous êtes contre les libertés. Non, 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 je suis pour les libertés. Ne nous laissons pas avoir par la préemption qu'ont opéré les libéraux sur ce mot-là, sur ce concept-là. La liberté est partagée par d'autres courants de pensée que l'école libéralisme. L'école libérale, c'est quoi le cœur du libéralisme? C'est une philosophie de l'individu. Voilà. C'est une philosophie qui, fondamentalement, ignore le corps social, ignore que nous sommes des créatures communautaires, que nous sommes des créatures collectives. Le libéralisme part de l'individu et va à l'individu. Repose sur une philosophie où l'homme a été conçu quasi immaculément, où l'homme est doté de droits, et de droits qui sont inaliénables. La religion du libéralisme, ce sont les droits de l'homme. Les droits de l'homme, la charte des droits de l'homme, c'est un peu le décalogue, c'est un peu le libéralisme, ce que le décalogue est aux religions abrahamiques, c'est-à-dire les trois grandes religions monothéistes. Donc la nouvelle droite, sur le long cours, c'est surtout attaché, je pense que ça a beaucoup contribué à isoler de Benoît dans le paysage intellectuel à droite. Oui, peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles il s'en est éloigné, parce qu'il y a une relation de consanguinité entre les droites, en particulier les droites bourgeoises et les droites conservatrices, et l'univers de l'entreprise, l'univers entrepreneurial, pour lequel je n'ai aucune hostilité, ça tombe sous le sens, mais qui fait que la droite a fini par défendre les idées de ses intérêts réciproquement. Et je pense que c'est une des raisons majeures pour lesquelles c'est la gauche qui a permis à de Benoît, qui a permis à ce qu'on chasse du Figaro Magazine, qui était le seul grand journal à l'époque. Aujourd'hui, on a des dizaines de journaux. Mais à droite, le journal phare, le journal amiral, c'était le Figaro Magazine, qui ne vendait pas comme aujourd'hui à 200 ou 300 000 exemplaires, mais je le redis, à 850 000 exemplaires. Donc c'était une puissance considérable. Et la gauche a tout fait pour que de Benoît en soit chassé. Il en a été chassé. Et la droite a tout fait pour ne pas le défendre, parce que ça gênait son agenda idéologique. Oui, et en fait, c'est vrai que toute l'histoire contemporaine de la droite française, c'est cette tentation libérale qui revient. Je ne prends pas l'affront de citer un certain nombre de candidats aux dernières élections présidentielles, mais il y a toujours cette redondance du libéralisme. Or, la nouvelle droite, depuis le début, s'était opposée à cette tentation libérale, à cette fascination pour les États-Unis, parce que là encore, c'est, à mon avis, une ligne de force importante, c'est l'intérêt pour la géopolitique et le fait de critiquer l'Empire américain. Oui, oui, et puis les guerres de l'Empire. Alors, les jeunes générations ne prennent pas la mesure de ces guerres de l'Empire qui, depuis 30 ans, ont mis le chaos au Moyen-Orient, jusque quasiment en Extrême-Orient, si tant est qu'en tout cas dans le sud-est, dans le continent asiatique, je pense à l'Afghanistan et au Pakistan. La politique étrangère américaine a semé le chaos dans tous ces pays-là. En est sorti le terrorisme de masse. Quand on compare les chiffres du nombre d'attentats, c'est ce que fait Jacques Beau, il y a 30 ans et aujourd'hui, et le nombre de morts provoqués par les attentats entre il y a 30 ans et aujourd'hui, c'est-à-dire avant les guerres dites de l'Empire, c'est sidérant. On passe peut-être d'un millier de morts à 30 à 40 000, je parle de chiffres par an, générés par le terrorisme. Donc on a créé un chaos structurel dans ces pays-là. C'est la politique des néoconservateurs qui aujourd'hui me semble assez dominante, même si le terme n'est plus repris, dans l'univers mental des droites. Un alignement sur la politique américaine qui ne sert pas nos intérêts politiques ni géopolitiques, qui est le chaos destructeur, qui avait été théorisé il y a 30 ans. C'est que, rappelez-vous, ce que Condoleezza Rice, qui était le ministre des Affaires étrangères de Bush Junior, nous allons dans les douleurs, elle en appelait à des termes bibliques, nous allons dans les douleurs de l'enfantement créer un nouveau monde au Moyen-Orient. On n'a créé aucun nouveau monde au Moyen-Orient, on a créé une guerre civile endémique, structurelle, avec un effet collatéral considérable pour nous, qui est le terrorisme et l'immigration, car l'un va avec l'autre. C'est que toutes les populations chassées de Syrie ont été en Turquie,
puis après ont gagné l'Europe, sont venus jusqu'à nous. Donc on a créé une situation qui est à rebours de nos propres intérêts. Et depuis 30 à 40 ans, nous nous efforçons à Éléments de critiquer cette ligne, ce courant majoritaire dans les droites, qui aujourd'hui, moi je pense, les dessert. Alors, rappelons pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas assez la revue Éléments que Alain de Benoist a été depuis le début son éditorialiste. Oui. C'est lui qui a donné qui donne le ton, qui donne... Alors, pour parler un peu d'Alain de Benoist, puisque c'est le sujet du livre, c'est un éditorialiste hors norme. Moi, j'ai pris l'habitude de dire qu'il faudrait, c'est la grande chance d'Éléments, d'avoir pour éditorialiste Alain de Benoist. C'est un petit peu comme si Régis Debray était le éditorialiste de Marianne. Alain Finkielkraut, celui d'hier, moins aujourd'hui, du Monde, mais il aurait pu l'être, en tout cas Régis Debray aussi, peut-être Marianne, Le Monde. Alain Finkielkraut serait Elisabeth Lévy et bourré de talent, je veux dire. Mais Alain Finkielkraut pourrait être l'éditorialiste aussi de Causeur, ce qui n'est pas le cas. Or, nous avons, nous, à Éléments, Alain de Benoist, qui depuis 50 ans maintenant, parce que nous fêtons nos 50 ans, tous les 2 numéros signe l'éditorial qui donne un petit peu le ton. C'est pas un gourou, de Benoist n'est pas un gourou, la question n'est pas là, mais il dégage les grands pivots derrière lesquels nous nous rallions ou sous lesquels nous nous reconnaissons. Oui, c'est une chance pour nous exceptionnelle, c'est une plume brillante, qualité de clarté, de concision presque chirurgicale. Ces éditos ne vieillissent pas, il les a publiés sous forme de volume à 2 reprises. Cartouche pour Éléments, mais il a également travaillé pour un magazine qui a disparu prématurément, c'est dommage, qui s'appelle Magazine Hebdo. Au début des années 1980. Voilà, 1980, après la période du Figaro Magazine. Et quand vous relisez à 20 ou 30 ans de distance les éditos de Benoist, ça n'a pas vieilli, c'est pas frappé de péremption. Il n'y a pas d'obsolescence programmée de sa pensée, parce qu'elle s'inscrit dans la longue mémoire, dans la longue durée. Donc, ce qu'il dit sur la Russie depuis 30 ans est corroboré par la guerre en Ukraine depuis 2 ans, mais il n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour le dire. Ce qu'il dit sur l'échec des guerres de l'Empire au Moyen-Orient depuis 30 à 40 ans se vérifie encore aujourd'hui, que nous avons une situation de guerre civile, endémique. Donc tout ça, il s'est assez peu trompé, donc raison pour laquelle moi j'essaie de lui rendre hommage. C'est un homme qui a beaucoup donné, qui a beaucoup transmis. C'est à la fois un maître penseur, mais aussi un maître passeur. Il a introduit en France quantité de concepts, d'auteurs, soit des États-Unis, soit d'Allemagne, soit d'Angleterre, qui étaient peu familiers au public français et francophone. Donc j'ai voulu à mon tour saluer le travail intellectuel qu'il a mené, lui, et puis l'école de pensée derrière laquelle je me range, la Nouvelle Droite. Alors, vous l'avez dit, par rapport à la situation qu'on connaissait en 1981, le spectre aujourd'hui des publications ou des médias dits de droite est beaucoup plus large. Pour autant, on a l'impression qu'Alain de Benoist, s'il n'avait pas Éléments, s'il n'avait pas ses livres, resterait un grand inconnu dans les rangs des droites françaises. Oui, oui et non. À la fois, sa pensée a infusé, puisque, rappelons aux téléspectateurs, il y a 40 ans, Alain de Benoist a théorisé ce qu'il a appelé le combat culturel, le gramscisme de droite, en s'inspirant d'un grand auteur italien qui s'appelait Antonio Gramsci, qui avait expliqué qu'on ne peut pas prendre le pouvoir politique si au préalable, on n'a pas pris le pouvoir dans les cœurs et les esprits. Donc c'est ce qu'on appelle le pouvoir culturel, le combat culturel, la guerre culturelle. C'est de Benoist qu'il théorise, dans les années 70. Jusque-là, jamais la droite ne s'était posé la question en termes de stratégie culturelle. Comment on fait pour conquérir les esprits ? De Benoist théorise ce qu'il va appeler la métapolitique, le gramscisme culturel, le gramscisme de droite, le combat culturel. Et vous vous rendez compte que, par exemple, dans l'univers, au sens large, des droites conservatrices, c'est-à-dire Valeurs Actuelles, Le Figaro, en tout cas Le Figaro Vox, CNews, toute cette galaxie-là, aujourd'hui, on appelle au combat culturel. Donc c'est un outil conceptuel que de Benoist leur a apporté. Sans le travail de Benoist,
en préalable, hein, je crois qu'on ne se poserait pas la question du combat culturel en ces termes-là. Pour autant, il ne fait pas partie de la fête, hein, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas tous les jours sur le plateau de CNews, on ne le lit pas dans le Figaro et dans Valeurs Actuelles. Dans le Figaro, si, une fois tous les 2 ans, disons, le Figaro Magazine. Et dans Valeurs Actuelles, oui, tous les 6 mois. Mais il pourrait y être beaucoup plus souvent, puisque, à beaucoup d'égards, il pourrait être l'intellectuel organique d'une partie de ce courant de pensée. Et de fait, il est écarté. Alors, il est écarté pourquoi? J'ai évoqué la question du libéralisme. Hein. Je pense que c'est un clivage central hein, entre les droites libérales, conservatrices, hein, et ce qu'est la nouvelle droite, ce qui fait que il n'est pas forcément, non pas le bienvenu, et on a des relations amicales avec tous ces gens-là, mais il n'est pas le bienvenu idéologiquement parlant. Donc c'est peut-être le premier point qui fait qu'il n'est pas reconnu comme il devrait l'être. Hein. L'autre deuxième point, la nouvelle droite a produit une critique du christianisme depuis 40 à 50 ans, on peut en parler ensuite. Hein. Moi j'ai un point de vue, je crois, plus nuancé que ne l'ont la majorité des rédacteurs d'Éléments et Alain de Benoît. Peut-être que cette droite, hein, pour moi, qui est la droite CNews, hein, ou la droite Seymour, si vous voulez, qui est une droite nationale catholique, qui est une droite libérale conservatrice, hein, qui a un poids médiatique considérable, un poids éditorial considérable, à la fois dans l'édition, dans la presse, sur la TNT, n'a que ce poids-là. Moi, j'en rêve hein, d'avoir un tel poids, puisque on parle à des millions de gens. Mais électoralement, il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction électorale. Hein. C'est-à-dire que c'est un fonctionnement en vase clos. Sauf que ce vase clos, il a une taille critique très très importante. Hein, je le redis, 1 million d'auditeurs, 2 millions, que sais-je, 3 millions. Mais à la fin des fins, Éric Zemmour fait 7% au premier tour de l'élection présidentielle. Et Marine Le Pen fait 23%. Or, à Éléments, nous essayons de défendre hein, une ligne plutôt qui est celle de Christophe Guilluy, de Jérôme Sainte-Marie, et du Front National, par définition, qui est celle de la France périphérique. Hein. Et la France périphérique, en dehors de C8 et des émissions d'Hanouna, sur lesquelles je veux dire, on peut formuler quelques critiques, hein, mais il n'empêche, c'est un plateau qui est assez pluriel. Le seul à inviter des chroniqueurs ouvertement RN, hein, ou sinon même identitaires, c'est C8 d'Hanouna. Mais de fait, cette France périphérique n'est pas représentée médiatiquement. Elle n'a pas de représentation médiatique. Elle n'a pas un média type CNews hein, qui reflèterait ses préoccupations fiscales, hein, sociales, financières. Hein. C8 pourrait jouer ce rôle-là, mais il ne le joue pas, je trouve, ou pas assez en tout cas. Puis c'est exception faite de Cyril Hanouna, il n'y a pas d'émission qui s'adresse directement à la France périphérique. Hein. Donc dans ce paysage politique, hein, qui est globalement à droite dominé par le libéral conservatisme, oui, Éléments, oui, Alain de Benoît, ont du mal à trouver leur place. Hein. Alors, si vous deviez recommander à quelqu'un de lire un premier livre d'Alain de Benoît, peut-être ses mémoires, c'est moi qui les ai colligés, mais ça on s'en moque, parce que c'est l'essentiel, à 99% c'est de Benoît, ça s'appelle Mémoires vives, qui est une autobiographie intellectuelle. Sinon, moi, son dernier livre, qui est apparu aux éditions du Rocher, ou l'avant-dernier plutôt, pardon, qui est Contre le libéralisme, hein, La société n'est pas un marché, c'est le sous-titre, hein, me semble bien résumé les traits fondamentaux de sa pensée. Donc moi je recommanderais Contre le libéralisme aux éditions du Rocher, sorti il y a 1 an ou 2, sous-titré La société n'est pas un marché, parce qu'on a l'essentiel de la pensée de Benoît. Et pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, Mémoires vives, vous avez 50 ans, 60 ans de combat culturel, parce que c'est quelqu'un qui s'est engagé en politique à 17 ans, qui a d'abord été un militant politique, hein, au sens strict du terme, c'est-à-dire à une époque où quand on s'investissait en politique, hein, c'était jour et nuit, quoi, 7 sur 7, hein, pour aller faire le coup de poing, pour aller faire du collage d'affiches, pour aller vendre des journaux à la criée, jusqu'à l'âge de 23 ans. Mais donc Mémoires vives nous montre ces 80 ans de vie, ces 60 ans de combat culturel, hein, et ces 50 ans de combat philosophique. Hein. Donc c'est une fois qu'on a lu Contre le libéralisme, une fois qu'on a lu Mémoires vives, on a une vision plutôt d'ensemble, hein, panoramique, hein, des idées de Benoît, de ce qu'est la nouvelle droite, de ce qu'elle pense. Les choses sont beaucoup plus claires après. Alors
sur quel sujet, vous venez d'évoquer ces 2 derniers livres, mais sur quel sujet travaille-t-il le plus aujourd'hui ? Qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie des idées et dans la vie du monde ? C'est un homme au savoir universel. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Pardonnez-moi d'insister sur l'éloge. Il a une des plus grosses bibliothèques d'Europe, sinon la plus grosse, si on considère que c'est une bibliothèque qui est d'abord une bibliothèque de travail et pas de collectionneur, qu'elle n'est pas consacrée pour l'essentiel à la littérature, mais à l'univers des idées, à la science, aux sciences humaines. On parle de 100 000 volumes 100 000 volumes. Donc c'est un homme, pour donner un ordre d'idée, Pic de la Mirandole qui passe pour le grand esprit universel par excellence, la Renaissance italienne au XVe siècle, qui amorce cette espèce d'efflorescence intellectuelle de la modernité. Il y a dans sa bibliothèque 1700 références. 1700. On passe de 1700 à 100 000. Un type comme Umberto Eco, qui a énormément écrit sur les bibliothèques, avec 35 000 volumes. Là, on en a 100 000. Donc il y a quelque chose de monstrueux chez de Benoist. Une espèce d'appétit, de libido sciendi, donc de désir de science, de désir de savoir, de curiosité, qui est insatiable. Je ne vois pas d'autres types qui ont 100 000 volumes. Sa bibliothèque, c'est un dédale. C'est des rhizomes, c'est des tunnels, des couloirs. On s'y perd. Il n'y a que lui qui s'y retrouve. Donc, sur quoi il travaille ? D'abord sur la science politique, d'abord sur l'histoire des idées politiques. C'est quand même le cœur de son métier d'intellectuel et de philosophe. Mais il s'intéresse aussi à la psychologie, à l'éthologie, aux sciences, au cinéma, au polar. Enfin, on se demande comment il arrive à faire. Il y a une dimension un peu ogresque, c'est le personnage. C'est un ogre dans son appétit qu'il n'arrive jamais à combler, de tout connaître, de tout maîtriser. C'est très... Pour moi, ça le rend vraiment unique comme bonhomme dans l'histoire des idées en France et aussi en Europe, parce qu'il y a cette dimension, cette projection européenne chez lui, qui est chez nous, qui est centrale. Je ne vois pas d'équivalent, c'est pour ça que je parle du précédent Maurras et Action française, je ne vois pas d'équivalent au travail mené par Alain de Benoist et la Nouvelle Droite. Dans les 50 dernières années. Il me faut revenir au début du XXe siècle pour voir quelque chose d'aussi ambitieux et qui s'inscrive autant dans la durée. Enfin, ce qui fait la différence, entre Johnny Hallyday et quelqu'un qui a gagné The Voice ou un Radio Crochet, la différence majeure, c'est la durée, quoi. C'est la longévité. La plupart des courants de pensée passent et puis font un tour de manège et disparaissent de l'histoire des idées. Là, c'est pas le cas. Là, on s'inscrit durablement dans toute cette galaxie intellectuelle. Et notre objectif, c'est de poursuivre l'aventure dans les décennies qui viennent. Et ce à quoi nous nous employons à Éléments. Et on sent à la lecture de votre livre une empathie certaine pour le personnage, mais même, on pourrait dire, une fascination pour son œuvre. Pourtant, vous l'avez découvert assez tard. Oui, assez tard. Moi, j'étais éditeur quand je découvre Alain de Benoist. C'est à la fin des années 90. Moi, je viens d'une tradition plutôt boutiquière, faubourienne, poujadiste, avec un père qui est abonné à Présent, qui récupère le dimanche Aspect de la France. Donc, moi, c'est là-dedans que j'apprends à lire. Il est même abonné à National Hebdo, donc qui était l'organe à l'époque du FN, où il y avait de magnifiques plumes, Jean Mabire, Martin Pelletier, Nicolas Gauthier et quantité d'autres. Donc c'est pas tout à fait mon univers habituel, intellectuel, encore que je le connais, je veux dire, je le lis déjà. Mais je reçois, quand je suis éditeur à l'Âge d'Homme, un manuscrit d'Alain de Benoist qui s'appelle Dernière année. Note pour comprendre le siècle, ça c'est Druy La Rochelle, mais qu'importe. Et je suis séduit par le bonhomme, par sa délicatesse, ses pudeurs, parce que c'est un homme très discret sur sa vie personnelle. Et pour la première fois, il entrouvre très légèrement la porte de sa bibliothèque, de son bureau, de son univers amical, sentimental, affectif. Et je découvre, je tombe sous le charme du bonhomme. Moi, je pense que c'est un grand initiateur, que la jeunesse a besoin d'initiateurs, de maîtres qui ne nous étouffent pas, mais qui nous apprennent à voler de nos propres ailes. Et ça a été le cas de Benoist pour moi, mais pour quantité d'autres personnes. Mais j'imagine, je reviens toujours au précédent Maurras, j'imagine que l'école d'Action française, encore que je vais faire une réserve, s'efforcer précisément de transmettre le témoin à la nouvelle génération. Mais à un moment donné, l'Action française
vous m'interrompez, Jérôme Bénard, si je me trompe, hein, c'est peut-être pétrifié dans un univers doctrinal qui devenait, qui n'était plus questionné, qui n'était plus interrogé. Moi, ma hantise, c'est que la nouvelle droite nourrisse, comme l'Action française, un courant de dissidents. Quand vous regardez la première partie du XXe siècle, donc Charles Maurras, Daudet, Bainville, Valois, mais qui va quitter l'Action française, hein, on est quand même sidéré par la richesse intellectuelle que ce courant de pensée est parvenu à cristalliser, à agréger. Mais à partir du seuil des années 30, en même temps que Maurras devient de plus en plus un jacobin blanc, que l'Action française passe en pilotage, pas automatique, mais moi je trouve dogmatique, hein, eh bien, il y a des gens géniaux à la marge qui vont s'éloigner de l'Action française. Quand je dis des gens géniaux, je pense à Lucien Rebatté, l'auteur des Deux étendards, un des plus grands romans jamais écrits en France au XXe siècle. Je pense à Georges Bernanos. Je pense à beaucoup d'autres, à Brasillac. On pense ce qu'on veut de Brasillac, mais les romans sont bouleversants. La poésie, quand on est confronté à la poésie de Brasillac, hein, si on ne se laisse pas imprégnée, normalement, elle vous écrase par sa beauté. Moi, je ne voudrais pas que la nouvelle droite nourrisse un courant de dissidents qui iront voir ailleurs. Hein, donc tomber dans l'écueil, moi je pense qu'il y a été un écueil qui a peu à peu, mais vous m'interrompez si je dis des bêtises sur l'Action française, qui peu à peu a freiné la dynamique intellectuelle que l'Action française portait. Donc moi, c'est vraiment ma hantise. Hein. Donc on ouvre les colonnes d'éléments. Dès qu'il y a du talent, les gens sont les bienvenus. Nous les accueillons, éventuellement nous les formons, parce qu'on a une école de journalisme, pour accompagner nos rédacteurs, mais pas que nos rédacteurs. Ça peut être les rédacteurs d'Omerta, de Valeurs Actuelles. Hein. C'est les jeunes qui ont 18, 19, 20 ans. Notre mission, c'est justement de les conforter dans leurs choix politiques, hein, les accompagner pour améliorer leur écriture. Voilà notre travail. Hein. Bon en tout cas, merci beaucoup François Bousquet d'être venu présenter aujourd'hui votre livre Alain de Benoît à l'endroit aux éditions de la Nouvelle Librairie que vous dirigez. Et voilà, c'est une très bonne introduction à la pensée foisonnante d'Alain de Benoît avant peut-être d'entamer une lecture de ses œuvres. Merci encore de votre venue et merci. À nos téléspectateurs. Est-ce que vous saviez qu'Omerta avait une application mobile sur laquelle vous pouviez retrouver tous nos contenus exclusifs ? Pour s'abonner, c'est pas compliqué. Le lien est dans la description.